Je ne saurais plus vous dire quand ni où j'ai entendu cette histoire pour la première fois. Je ne saurais pas non plus vous confirmer s'il s'agit bien d'un fait divers réel ou d'une légende urbaine. Mais ce que je sais, c'est que j'ai entendu cette horrible histoire dans diverses versions, et peut-être même que vous aussi, vous la connaissez déjà. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de vous la faire connaître ou redécouvrir sous une version que j'ai un peu romancée, et qui, je l'espère, saura captiver votre attention. Elle s'intitule « Son dernier Noël ». Nous sommes le 25 décembre 1973. Il est 2h27 du matin. Henri et Florence rentrent du dîner de réveillon chez les parents de celle-ci. Henri a, comme à son habitude, un peu trop arrosé sa soirée. Et c'est donc partiellement éméché qu'il prend la route de retour, contre le gré de sa femme, qui peste de colère sur lui. Il lui avait pourtant promis de boire modérément, mais une fois de plus, il n'a pas su se contenir. Le couple se dispute donc, dans la berline qui roule à grande vitesse sur l'autoroute A1, à hauteur d'Arras, quand dans un excès de colère, Henri fait un faux mouvement brusque du volant. La voiture se met alors à glisser, à partir sur le côté, tandis que celui-ci écrase la pédale de frein et tente de redresser la voiture, qui finira sa route dans la rambarde de sécurité. Les deux pneus côté conducteur éclatés, contraignant Henri à se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. Les frayeurs que viennent d'avoir le couple les ont calmés. Ils sont conscients qu'ils ont eu de la chance de ne pas être blessés. Le mari sort donc constater les dégâts et doit bien se rendre à l'évidence. Il va devoir appeler une dépanneuse. À cette époque-là, les portables n'existaient pas et dans pareille situation, il n'y avait qu'un seul recours. Marcher sur les bandes d'arrêt d'urgence jusqu'à la prochaine borne téléphonique de secours. Henri explique à Florence qu'il va devoir s'y rendre. Il somme à celle-ci de l'attendre dans la voiture et de s'enfermer à l'intérieur. Ce que la jeune femme fait donc en regardant s'éloigner son mari. Mais au bout de quelques minutes, sur cette autoroute où il ne passe quasiment aucune voiture, et sur cette bande d'arrêt d'urgence mal éclairée, sombre, Florence commence à angoisser. Inquiète, elle se met à trouver le temps long. Pour que celui-ci passe plus vite, elle tente donc de s'assoupir. Et alors qu'elle y est presque parvenue, elle est soudainement réveillée par un vacarme venant du toit de la voiture. Apeurée, elle vérifie à nouveau que les portières sont bien fermées et elle se baisse instinctivement pour se dissimuler. Et là, commence son calvaire. Des coups assez violents sont donnés sur le toit de la voiture, comme pour rendre folle cette jeune femme. Florence est effrayée. Elle s'est recroquevillée sur elle-même. Et puis il n'y a personne qui passe sur ce maudite autoroute. En effet, à l'époque, beaucoup moins de véhicules circulaient. Elle se met à prier pour qu'Henri vienne à son secours. Mais ne le voyant toujours pas arriver, et les coups sur le toit de la voiture s'intensifiant, elle décide dans un élan de courage de fuir. Elle ouvre donc la porte de la voiture et se met à courir sur la bande d'arrêt d'urgence le plus vite possible, sans se retourner, fuyant quelque chose dont elle ignore l'origine. Elle court à s'en faire exploser les poumons, dans la direction qu'avait pris Henri, jusqu'à ce qu'enfin, elle voit la borne téléphonique de secours. Mais son soulagement est de courte durée, car son mari ne s'y trouve pas. Il a disparu. Complètement affolée, Florence appelle alors les secours et tente du mieux qu'elle le peut d'expliquer sa situation. Ceux-ci lui passent alors la police, qui explique que le mieux pour elle est de retourner s'enfermer dans sa voiture, que dehors, seule, dans le noir, elle est vulnérable. Ils prennent sa position et la rassurent en lui affirmant qu'ils seront là dans moins d'un quart d'heure. Florence exécute alors les bons conseils des policiers. Après tout, s'il y a bien un endroit où elle est à l'abri, c'est bien dans sa voiture, fermée. Elle court alors se remettre dans celle-ci, ne voyant rien de visible sur son toit. Elle s'enferme à nouveau, tremblante, dans l'obscurité, et prie pour que la police arrive très vite. Elle est effrayée
et inquiète pour Henri son mari. Que lui est-il arrivé? Où se trouve-t-il? Pourvu que... Mais alors qu'elle est plongée dans ses pensées, un bruit intense l'attire de celle-ci. Un bruit qui vient à nouveau d'au-dessus d'elle, sur le toit. Et ça recommence. Les coups sont cette fois-ci encore plus intenses. Et comble de l'horreur, ils sont accompagnés de coulées de sang sur le pare-brise. Du sang qui coule lentement le long de celui-ci. Florence se met à pleurer. Elle ne sait plus quoi faire. Mais les coups continuent intensément. Et ce sang, oui, tellement de sang. Alors qu'elle tremble de tout son être au fond de son véhicule, elle aperçoit enfin le gyrophare bleu, si rassurant du véhicule de police, qui se stoppe à plusieurs dizaines de mètres d'elle. Elle voit alors les 2 policiers sortir de celui-ci, arme au poing, en joue, dans sa direction. L'un d'eux saisit alors un porte-voix et lui crie les mots suivants. « Madame, écoutez-moi bien, et surtout faites exactement ce que je vous dis. Vous allez sortir et courir vers notre position le plus vite possible. Et surtout, oui surtout sans vous retourner. Faites ce que je vous dis, je vous en supplie. À 3. 1, 2, 3. » Florence, totalement paniquée et n'ayant d'autre choix, sort alors. Elle se met à courir le plus vite possible vers les policiers. Elle court à en perdre son souffle. Mais dans un élan de curiosité incontrôlable, elle finit par désobéir. Elle finit par se retourner en courant. Et là, ce qu'elle voit est atroce. Un homme, drôlement vêtu, frappe le toit de la voiture avec la tête fraîchement découpée de son mari Henri. Le bruit, le sang, c'était donc ça. Complètement traumatisée, les policiers l'accueillent et la mettent à l'abri dans la voiture, tandis que des renforts arrivent. L'homme, en pyjama, sera appréhendé. Il s'appelle Philippe Gaudrier. C'est un schizophrène dangereux, échappé d'une cellule de psychologie d'un hôpital psychiatrique de proximité. Il a profité de la soirée de Noël pour quitter celui-ci au nez et à la barbe du personnel, occupés avec leur collation en ce jour de fête. Il n'était pas encore passé à l'acte, mais était néanmoins classé comme dangereux et à surveiller. Il a été arrêté et condamné à 30 ans de prison. Florence restera marquée à tout jamais par ce Noël sanglant. Elle n'empruntera plus jamais cette autoroute. Et elle ne fêta plus jamais ce beau jour. C'était son dernier Noël. Alors, faits divers réels ou légendes urbaines, 2 faits subsistent. Premièrement, cette histoire vraie ou fausse est vraiment terrifiante et tellement détaillée qu'elle semble plutôt réaliste, non? Et si c'est le cas, qu'est donc devenu ce Philippe Gaudrier, qui, du coup, a été libéré en 2003, si mes calculs sont bons? Où se trouve-t-il à présent? Peut-être attend-il sur une autoroute de France, la nuit de Noël, pour recommencer son Noël sanglant, et ainsi traumatiser des gens, qui, du coup, fêteront à leur tour leur dernier Noël.